Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire aussi bouleversante qu'inoubliable. Imaginez offrir tout ce qu'il vous reste pour sauver un amour qui se meurt, et découvrir, au détour d'un murmure, que l'autre attend en silence que votre mère meure pour vous quitter. Ce soir-là, j'ai entendu chaque mot. Et mon cœur s'est brisé sans faire un bruit. Abonnez-vous, laissez un petit like et partagez vos impressions en commentaire après l'écoute. Ça aide énormément à faire grandir cette chaîne. Merci du fond du cœur. C'était censé être une soirée inoubliable. Le genre de moment où l'on espère raviver une flamme, recoller des morceaux. C'était l'anniversaire d'Élodie, ma femme depuis 9 ans. J'avais vidé nos dernières économies pour lui offrir ce dîner dans le restaurant chic dont elle parlait depuis des mois. 550 € que nous n'avions pas. Mais je m'en fichais. Je voulais la voir sourire. Je voulais croire que, malgré tout, il restait encore quelque chose à sauver. Le début de la soirée était parfait. Élodie avait enfilé cette robe noire moulante que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle s'était coiffée, maquillée, et rayonnait comme au premier jour. J'étais fou d'elle, malgré tout ce que la vie avait mis entre nous ces derniers mois. Depuis que j'avais perdu mon emploi principal, je m'accrochais à des petits boulots, livraison, jardinage, aide ponctuelle. On survivait, tant bien que mal. Elle disait comprendre. Disait qu'elle me soutenait. Je la croyais. Dans ce restaurant où les assiettes étaient plus grandes que les portions, où les serveurs vous regardent d'eux aussi vous écorchez le nom d'un plat, j'essayais de ne pas penser au fait que j'avais vendu ma console, mes affaires de pêche, pour payer ce moment. Ce que je voulais, c'était voir ses yeux briller, comme avant. Et c'est ce que j'ai vu. Jusqu'au moment où son téléphone a vibré. Elle m'a lancé un sourire d'excuse et a dit que c'était le boulot. Urgent. Elle s'est levée, élégante, calme. J'ai attendu. 5 minutes. Puis 6. Le serveur approchait pour nous proposer les desserts, alors je me suis levé à mon tour pour aller la chercher. Rien d'anormal jusque-là. Rien qui laissait présager ce qui allait suivre. Je suis passé devant les toilettes, puis j'ai entendu sa voix. Elle était là, dans une petite alcôve près du vestiaire. Elle parlait à voix basse, mais avec cette intensité qu'on reconnaît quand on veut éviter d'être entendu. J'ai failli l'appeler, mais ce que j'ai entendu a figé chaque muscle de mon corps. Il est pathétique. Il a claqué nos dernières économies dans ce dîner ridicule, en pensant que ça allait sauver notre mariage. T'en fais pas, une fois que sa mère meurt, on récupère la maison, et je le quitte. Je suis resté là, immobile. Mon sang s'est glacé. Mon cœur s'est vidé. Ce n'était pas juste une trahison. C'était un plan. Un plan où ma propre mère, malade, devenait une étape vers sa liberté. Et moi, juste un pion à écarter. Elle a ri. Doucement, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Je crois que c'est ce rire qui m'a tué. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. J'ai juste reculé, sans un bruit, et je suis retourné à notre table. Quand elle est revenue, elle avait ce même sourire qu'au début de la soirée. Elle s'est excusée, a dit que c'était un collègue en crise. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai continué comme si de rien n'était. Parce que parfois, le silence est plus fort que la colère. Quand le serveur est revenu, j'ai commandé les 2 desserts. Élodie m'a lancé un regard surpris, on peut pas se permettre ça. J'ai répondu, c'est une occasion spéciale. Autant en profiter. Mais dans ma tête, tout brûlait. Je savais, à cet instant précis, que quelque chose venait de mourir. Et que tout allait changer. Je ne me souviens plus vraiment du goût du dessert. Je crois que c'était quelque chose au chocolat, ou peut-être aux fruits rouges. Ce que je sais, c'est que chaque bouchée me donnait envie de vomir. Je faisais semblant de savourer, de discuter, de rire parfois même. Mais à l'intérieur, je hurlais. J'étais assis là, en face d'une femme qui souriait alors qu'elle m'avait déjà rayé de sa vie. Une femme qui attendait que ma propre mère décède pour mieux tourner la page. Et moi, comme un idiot, je lui versais encore du vin. Le chemin du retour a été une torture. Elle parlait, commentait la soirée, faisait des blagues. Elle m'a même dit que c'était une de ses plus belles soirées depuis longtemps. Je serrais le volant si fort que mes jointures en devenaient blanches.
Elle ne l'a même pas remarqué. Trop occupée à pianoter sur son téléphone. Avec lui, probablement. 3 suppositions? Mathieu. Toujours lui. Quand on est rentré à l'appartement, elle s'est jetée sur moi, tout en envie, comme si la soirée avait rallumé quelque chose. Je me suis laissé faire. Mon corps a répondu, mais mon cœur était ailleurs, brisé, sale. Après, elle s'est endormie rapidement, comme si de rien n'était. Moi, j'ai passé la nuit à fixer le plafond, à revoir cette scène encore et encore. Les mots. Le ton. Ce rire. Et puis tous les détails qui, soudain, prenaient un sens. Les appels professionnels tard le soir. Son intérêt soudain pour la santé de ma mère. Les petites remarques sur l'héritage, la gestion de patrimoine, il faudrait que ta mère pense à organiser tout ça tant qu'elle est encore lucide. Et surtout, la place que prenait Mathieu dans ses conversations. Toujours une anecdote, une référence, tu sais ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Et moi, aveugle. Confiant. Peut-être idiot. Vers 3 heures du matin, je me suis levé. Je n'en pouvais plus. J'ai pris son téléphone sur la table de nuit. Je savais que c'était mal. Que j'envahissais sa vie privée. Mais après ce que j'avais entendu, je m'en foutais. Et ce que j'ai découvert m'a achevé. Des centaines de messages avec lui. Des plans pour l'avenir. Des moqueries à mon sujet. Des allusions à la maison de ma mère, à ce qu'ils en feraient une fois vendue. Une chronologie complète. Il parlait même de date. Comme si la mort de ma mère était déjà prévue dans leur emploi du temps. Elle ne tiendra pas l'hiver. C'est ce qu'il avait écrit. Et elle avait répondu par un cœur. J'ai pris des captures d'écran. Beaucoup. Je les ai envoyées sur mon adresse mail. Puis j'ai remis le téléphone exactement là où je l'avais trouvé. Elle n'a pas bougé d'un cil. Probablement épuisée, par sa propre trahison. Le lendemain matin, j'étais calme. D'un calme terrifiant. Je lui ai préparé son café. L'ai embrassée avant qu'elle parte au travail. Lui ai dit que je l'aimais. Tout en pensant au plan que j'allais mettre en marche. Parce que cette histoire ne finirait pas avec moi en larmes sur mon oreiller. Ni avec elle jouant la victime. Non. J'allais répondre. Froidement. Méthodiquement. Comme elle n'aurait jamais cru que je pourrais le faire. J'ai passé la journée entière à réfléchir. À peser chaque option. À faire des listes. J'ai appelé mon employeur pour poser un jour de repos. J'avais besoin de me poser. De penser. Et j'ai décidé. Ma priorité, c'était ma mère. Claudine. Protéger ses biens. Sa maison. Sa dignité. Ensuite, mettre nos finances en sécurité. Il ne restait pas grand-chose, mais je devais séparer ce qu'il était encore possible de sauver. Puis, collecter encore plus de preuves. Savoir jusqu'où ça allait. Qui d'autre savait. Et surtout, préparer le moment où Élodie comprendrait ce que ça coûte de prendre un homme pour un imbécile. Le lendemain matin, j'ai pris la route pour aller voir ma mère. Tout le long du trajet, je n'arrêtais pas de répéter mentalement ce que j'allais lui dire. Comment, bon sang, annoncer à une femme malade que sa belle-fille attend sa mort comme un tremplin vers une nouvelle vie. Ce n'est pas le genre de conversation qu'on prépare avec des fleurs et des biscuits. Mais je savais que je n'avais plus le choix. Claudine méritait la vérité. Et elle méritait que je la protège. Quand je suis arrivé, elle était déjà dans la cuisine, debout malgré ses douleurs, en train d'essayer de faire un gâteau à la banane. L'odeur embaumait toute la maison. Ses mains tremblaient, elle peinait à tenir la cuillère, mais elle ne lâchait rien. J'ai pris le relais pendant qu'elle m'indiquait les étapes, assise sur sa chaise, râlant que je ne faisais rien comme il faut. Elle était dans un bon jour, et ça me brisait un peu plus le cœur. Elle a fini par poser sa tasse de café, m'a fixé et m'a dit « Tu as la même tête que quand t'avais cassé le vase de ta grand-mère et que tu essayais de cacher les morceaux sous le tapis. » Je n'ai pas cherché d'excuses. Je lui ai tout raconté. Mot pour mot. Le dîner, ce que j'avais entendu, ce que j'avais découvert dans le téléphone d'Élodie. Son plan avec Mathieu. La maison. Les messages. Tout est sorti comme un flot incontrôlable. J'essayais d'être doux, mais il n'y a pas de façon douce d'annoncer ça. Mais sa réaction m'a coupé le souffle.
Aucune larme. Aucun cri. Juste un long soupir, et un regard que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit calmement, je me demandais quand tu allais enfin ouvrir les yeux. Et là, c'est moi qui suis resté sans voix. Claudine m'a raconté qu'Élodie venait la voir régulièrement depuis quelques mois. Elle apportait de petits cadeaux, l'aidait à trier ses papiers, posait des questions sur ses médicaments, ses comptes, son testament. Elle prétendait vouloir l'aider, parce qu'elle comprenait mieux les choses financières que Julien. Et ma mère, pensant éviter des tensions, n'avait jamais rien dit. Mais ces dernières semaines, Élodie avait commencé à insister davantage. Elle suggérait qu'il serait plus simple d'ajouter son nom sur les comptes, pour éviter les tracas si jamais il arrivait quelque chose. Là, Claudine avait senti que quelque chose clochait. Je l'écoutais, les poings serrés, le souffle court. Ce n'était plus une simple trahison conjugale. C'était une manipulation en règle. Un empoisonnement lent de notre cercle familial. Et là, j'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle était allée trop loin. On a appelé Gérard, son voisin, un vieux monsieur veuf qui traîne toujours avec son petit chien et qui, je crois, a un faible pour ma mère depuis longtemps. Il est arrivé en 10 minutes avec un gratin et une bouteille de limonade maison. Claudine a fait semblant d'être agacée, mais je voyais bien qu'elle était touchée. Pendant qu'il la tenait compagnie, je suis sorti faire ce que je devais faire. Premier arrêt, la banque. J'y ai découvert qu'Élodie avait ouvert un compte épargne à son nom seul, 6 mois plus tôt. Solde, 7 300 €. Pendant que je vendais mes affaires pour lui offrir un dîner, elle mettait de côté en douce. Et les dépôts réguliers dépassaient largement ce que son emploi à mi-temps était censé lui rapporter. Soit elle avait un autre revenu, soit elle recevait de l'aide. Devinez de qui? Deuxième arrêt, chez mon ami Romain, informaticien à ses heures perdues. Je lui ai expliqué la situation, et il m'a aidé à récupérer des données supprimées sur l'ordinateur et le cloud partagé. Et là, j'ai trouvé ce que je redoutais. Des messages intimes. Un calendrier détaillé. Des recherches immobilières dans une autre région. Le tout, basé sur l'hypothèse que Claudine ne tiendra pas l'hiver. Le cœur me montait à la gorge. J'étais en train de lire des plans pour un futur construit sur la mort de ma propre mère. Et pendant ce temps, elle m'envoyait des textos, n'oublie pas de prendre du lait. Tu as pensé à payer l'électricité? L'absurdité de cette situation me faisait vaciller. Deux mondes qui coexistaient en parallèle. L'un dans lequel j'étais son mari. L'autre dans lequel je n'étais qu'un tremplin vers une vie plus confortable. Je suis rentré chez moi avec un plan. Pas encore parfait, mais solide. Élodie était en train de préparer le dîner. Chose assez rare pour que je me méfie. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Et j'ai joué mon rôle. L'homme débordé. Le mari dépassé. Le fils inquiet. Elle a tout gobé. Elle m'a même proposé d'envisager de reparler à ma mère de la maison, pour soulager un peu notre situation. Cette femme avait un sang-froid que je n'imaginais même pas. Mais elle avait fait une erreur. Elle pensait que je ne verrais jamais venir la tempête. Elle allait apprendre, très bientôt, que les hommes pathétiques savent aussi frapper fort. Surtout quand ils n'ont plus rien à perdre. Les jours qui ont suivi ont été les plus longs et les plus épuisants de ma vie. Chaque matin, je me levais avant elle, préparais le café, échangeais des banalités. Chaque soir, je rentrais comme si de rien n'était, posais des questions sur sa journée, lui racontais la mienne avec ce qu'il fallait de lassitude pour entretenir l'illusion. Elle croyait que j'étais fatigué, dépassé, résigné. En réalité, j'étais en train de déplacer discrètement mes affaires dans un petit studio loué à l'autre bout de la ville. Je lui disais que je donnais des cartons de vieux vêtements, des livres. Elle ne posait aucune question. En parallèle, avec l'aide d'un avocat spécialisé que Gérard connaissait, Claudine a placé sa maison et ses avoirs dans une fiducie irrévocable. Ce qui signifie qu'Élodie n'y toucherait jamais, peu importe les circonstances. Cette étape a été une libération pour nous deux. Ma mère respirait mieux, elle avait repris des couleurs, et Gérard passait désormais tous les jours avec son petit chien. Elle râlait encore, mais je l'entendais rire. Rire pour de vrai. Ça faisait des mois que je n'avais pas vu ça. De mon côté,
j'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom seul. J'ai transféré ce qu'il me restait du compte commun, pas grand-chose, et laissé juste assez pour éviter les soupçons. J'ai compilé les preuves. Capture d'écran, relevé de compte, enregistrement, dans notre région, un enregistrement à une seule partie est légal. J'ai contacté un avocat pour une première consultation gratuite. Tout était prêt. Il ne me manquait qu'une opportunité. Et cette opportunité est arrivée un jeudi soir. Élodie m'a annoncé qu'elle partait en week-end entre filles, du vendredi au dimanche soir. Elle m'a montré une conversation de groupe sur son téléphone, des messages anodins entre collègues, des gifs, des plans de spa. J'ai souri. Elle ne savait pas que j'avais déjà lu les messages réels avec Mathieu. Leur petit séjour romantique dans un chalet isolé en Auvergne, réservé depuis 2 semaines. C'était parfait. Pendant qu'elle profiterait de son escapade, je pourrais finaliser chaque détail. J'ai chargé les dernières boîtes dans ma voiture pendant qu'elle faisait sa valise. Le vendredi matin, je l'ai embrassée sur le front, lui ai souhaité un bon week-end, et j'ai regardé sa voiture disparaître au coin de la rue avec un calme glacial. Puis tout s'est mis en marche. J'ai appelé Romain pour m'aider à déménager mes affaires les plus lourdes. En chargeant le coffre, il m'a glissé une info qui allait changer la suite des événements. Il connaissait l'ex-femme de Mathieu, Aurélie. Par des amis communs. Et elle n'était pas au courant de ce que son ex faisait. Ou plutôt, de ce qu'il tramait avec Élodie. Un nouveau levier venait de se tendre devant moi. Romain m'a proposé de me mettre en contact avec elle. J'ai dit oui, sans hésiter. À midi, mon appartement était vidé. 7 ans de vie commune résumés en quelques cartons. J'ai appelé le propriétaire de notre logement pour l'informer que je quittais les lieux et qu'Élodie devrait reprendre seule le bail. J'ai aussi contacté les fournisseurs d'électricité, d'eau, d'internet pour retirer mon nom de tous les contrats. Ensuite, j'ai frappé fort. Très fort. Je suis allé sur le compte bancaire secret d'Élodie. Dans notre régime matrimonial, c'est un bien commun. J'y ai pris la moitié exacte, 3 650 €. Avec le reste, j'ai remboursé nos dettes communes, notamment la carte de crédit que j'avais utilisée pour payer certaines dépenses ménagères. Tout était légal, tout était documenté. Mon avocat n'aurait rien à redire. Le soir, j'étais dans mon nouveau studio. Le parquet grinçait, l'eau de la douche était tiède, mais j'étais libre. Libre d'elle. Libre du mensonge. Et elle, de son côté? Elle postait une photo sur les réseaux, 2 verres de vin devant un coucher de soleil, week-end bien mérité entre filles #vib #repos. L'audace. J'ai fait une capture d'écran pour mon dossier. Ce soir-là, j'ai rédigé ce que Gérard a appelé le mail nucléaire. Un message simple, sans insulte, sans colère apparente. Une chronologie froide, précise, illustrée par des captures d'écran, des extraits de messages, des documents. Tout ce que ses amis, sa famille, ses collègues devaient savoir. Je ne l'ai pas encore envoyé. Le timing devait être parfait. Le samedi matin, j'ai pris le petit déjeuner chez Claudine. Gérard était déjà là, en train de préparer des œufs à la coque pendant que ma mère, toute sourire, se moquait gentiment de sa manière de couper les mouillettes. Elle allait mieux. Plus vive, plus légère. Comme si toute cette crasse qu'Élodie avait injectée dans notre vie s'était enfin évaporée. On s'est assis, on a mangé ensemble, et je lui ai expliqué mon plan. Quand j'ai terminé, elle m'a regardé avec cette fierté silencieuse que seules les mères savent exprimer. Puis elle m'a donné un high five. Claudine. Ma mère. 66 ans, malade, fatiguée, et plus forte que jamais. Elle m'a confié qu'elle avait du mal à entretenir la maison seule. C'était devenu trop grand, trop exigeant. Gérard a alors proposé qu'elle vienne vivre chez lui, dans sa maison de plain-pied, plus adaptée à sa santé. Le regard qu'ils ont échangé à ce moment-là, je ne sais pas. Il y avait quelque chose. Une tendresse, une évidence. Et j'ai compris que peut-être, au milieu de cette tempête, quelque chose de beau pouvait renaître. Ça m'a donné une idée. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé son avocat. Nous avons pris rendez-vous pour le lundi suivant. Objectif: placer officiellement la maison de Claudine dans une fiducie irrévocable dédiée à ses soins,
avec Gérard comme mandataire secondaire si jamais je venais à ne plus pouvoir assurer ce rôle. À partir de ce moment-là, ni Élodie ni personne d'autre ne pourrait jamais légalement revendiquer quoi que ce soit sur ce bien. Claudine était enfin protégée. De mon côté, j'ai contacté Aurélie ou l'épouse légale de Mathieu. On s'est appelé en visio. Elle était digne, mais je pouvais voir la colère dans ses yeux. Elle savait qu'il avait quelqu'un, mais elle n'imaginait pas jusqu'où cela allait. Je lui ai tout montré, les messages, les projets immobiliers, les photos, les commentaires sur ma mère. Elle n'a pas versé une larme. Elle m'a seulement dit, on va leur rendre la monnaie de leurs pièces. Dimanche matin. Le moment était venu. Le coursier avait été briefé, 10 heures précises, remise en main propre. Il avait entre les mains un colis contenant les papiers du divorce, les preuves jointes, un résumé de nos ajustements financiers, une lettre notifiant la mise en fiducie de la maison de ma mère, une clé USB avec tous les fichiers, et un petit bonus, une bombe à paillettes. Puéril? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. À 11h02, je reçois un message d'Aurélie, je suis là. Elle venait d'arriver au chalet. La scène, je l'imaginais. Élodie ouvrant le colis, les mains tremblantes. Lisant les documents, découvrant les preuves. Et là, Aurélie débarquant à son tour. 2 femmes, un même homme, un même mensonge. Le théâtre de leur duplicité exposé au grand jour. J'ai éteint mon téléphone jusqu'à 14h. Quand je l'ai rallumé, les notifications se sont déchaînées. 11 appels manqués, 27 messages, 4 messages vocaux. L'enchaînement était un poème en soi, c'est quoi ce délire? Tu plaisantes avec ces papiers? Aurélie est ici, qu'est-ce que tu as fait? Mathieu me dit de partir, réponds-moi, ma voiture ne démarre pas, je suis coincé ici, on me vire, t'as appelé mon travail. Mes parents ne répondent pas, je n'ai nulle part où aller. À 15h, j'ai appuyé sur envoyer, le fameux mail. À ses collègues. À sa famille. À nos amis communs. Rien de théâtral, juste la vérité, froide, détaillée. Parce que je savais qu'un jour ou l'autre, elle chercherait à manipuler quelqu'un d'autre. À pleurnichet. À se poser en victime. Pas cette fois. À 15h03, je l'ai appelée. Elle a décroché aussitôt. Sa voix était méconnaissable. Cassée. Elle a essayé tous les tons, d'abord la dénégation, mais j'avais les captures. Ensuite la colère, mais je suis resté de marbre. Puis la supplication. La panique. Mathieu l'avait jeté dehors. Sa voiture refusait de démarrer. Personne ne lui répondait. Elle était seule. Et là, entre 2 sanglots, elle m'a demandé, « Et la maison de ta mère? Elle va en faire quoi maintenant ?» Même à cet instant, elle y pensait encore. Au profit. À l'héritage. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit calmement, elle la vend. L'argent sera placé dans une fiducie. Elle va vivre avec Gérard maintenant. Et toi, tu n'auras rien. Il y a eu un silence. Puis elle a murmuré, c'est pas juste, j'ai souri, sans joie. Tu sais ce qui n'est pas juste? Tromper ton mari pendant qu'il vend ses affaires pour t'offrir une soirée. Espérer la mort de sa mère pour t'enrichir. Ça, ce n'est pas juste. Ce que tu vis, c'est la conséquence. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai dîné chez Claudine avec Gérard. Elle souriait, plus sereine que je ne l'avais vue depuis des années. On parlait aménagement, petits meubles à déplacer, recettes à essayer. Gérard proposait déjà de repeindre la chambre d'amis pour elle. L'ambiance était légère. Douce. Je n'étais pas heureux, pas encore, mais j'étais en paix. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais la sensation d'avoir repris le contrôle de ma vie. Le lendemain, j'ai finalisé les dernières démarches avec mon avocat. Élodie contestait le divorce, évidemment. Elle n'avait aucun argument valable, mais elle espérait sûrement me faire flancher. Elle avait perdu ses appuis. Sa famille, mise au courant, lui avait tourné le dos. Ses parents ne voulaient plus entendre parler d'elle à moins qu'elle accepte de consulter un thérapeute. Son employeur l'avait suspendue sans solde pour violation du code d'éthique, suite à ses appels professionnels à des heures douteuses. Et Mathieu? Disparu. Il avait coupé tout contact. Elle était seule.
réellement seul. Je ne prends aucun plaisir à cette chute. Ou du moins, pas celui qu'on imagine. Ce n'est pas une joie triomphante. C'est une satisfaction froide. Celle de savoir que la justice, parfois, c'est se frayer un chemin dans le chaos. Aurélie et moi avons continué à échanger. Pas en tant que nouvelle histoire, ça serait trop tôt, trop fragile, mais comme deux personnes qui se sont retrouvées au cœur de la même tornade. Elle m'a invité à prendre un café. On a parlé longtemps. Deux inconnus liés par une même douleur, une même trahison. Et quelque part, dans ce partage, il y avait un peu de réconfort. Je commence à chercher un nouveau travail. Quelque chose de stable, de plus rémunérateur. Je n'ai plus à adapter mon emploi du temps aux exigences d'une femme qui méprisait mes efforts. Je peux reconstruire, à mon rythme. Et peut-être, un jour, revivre. Claudine, elle, se prépare à tourner la page. Sa maison sera mise sur le marché la semaine prochaine. Les papiers de la fiducie sont signés. Elle s'est installée chez Gérard temporairement, mais les regards qu'ils échangent parlent d'avenir. Elle me dit qu'elle fait ça par commodité. Je souris. Je la crois à moitié. Quant à Élodie, elle vit dans un motel en périphérie, d'après ce que j'ai entendu. Plus personne ne veut l'héberger. Elle est en arrêt prolongé, sans revenu. Son score de crédit plonge. Ses repères s'effondrent. Elle essaie encore de me contacter, parfois via des adresses e-mail différentes ou par des messages laissés chez des amis à moi. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire. Tout a été dit. Tout a été vu. Je ne vais pas prétendre que je vais bien. On ne sort pas indemne de 7 ans de mensonges, de manipulations, de rêves partagés qui n'étaient que des illusions. Il y a des matins où je me réveille encore avec ce poids sur la poitrine, cette sensation de vide. Pas à cause de la perte d'Élodie. Mais à cause de ce que j'ai perdu en moi en croyant en elle. De la confiance. De l'innocence. Peut-être même un peu de moi. Mais ensuite, je me rappelle ces mots. Il est pathétique. Une fois que sa mère meurt, je le quitte. Et la colère revient. Pas une colère destructrice. Une colère qui me tient debout. Qui me pousse à avancer. Qui me rappelle que je ne suis pas ce qu'elle a essayé de faire de moi. Que je mérite mieux. Que je vais me relever. Et que, désormais, personne ne jouera plus avec ma loyauté. Parce que parfois, il faut toucher le fond pour apprendre à respirer autrement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.